Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour cette histoire exceptionnelle qui est celle des tracteurs Ford. Installe-toi confortablement dans ton siège, dans ton canapé ou même sur tes toilettes. Je le dis au cas où, je ne sais pas d'où tu regardes la vidéo. Allez, accroche-toi, c'est parti. Hey! Vous avez vu mon nouveau tracteur? Oui, je vois ça. Et effectivement, j'aurais payé cher pour vraiment pas le louper celui-là. Franchement, c'est l'affaire du siècle. Bon, le compteur il est cassé, mais le vendeur il m'a dit qu'il avait à peine tourné. Franchement, des glands, j'en ai déjà vu, mais des glands comme vous, jamais. Si vous n'existiez pas, faudrait vraiment vous inventer. Tiens, venez voir. Venez voir. Y a rien qui vous choque là? Ah oui, non mais si, maintenant que vous le dites, si. Si. Il y a Non, une mais- rayure. Non mais Oh, ça va le pas se gland. passer comme ça. Le gland. Vous savez quoi? Je vais rappeler le vendeur parce qu'il me l'a pas dit au téléphone. Comment ça au téléphone? Mais vous avez pas été le voir le tracteur? Ah bah non, bah, c'était pas à la porte à côté non plus. Hein, je l'ai pas payé le déplacement pour être même pas sûr de le prendre. Ah ouais, il y en a là-dedans. n'est pas disponible pour le Putain. moment. Veuillez laisser Ça un répond message pas. après le bip sonore. Et le fin limier? Peut-être que si vous aviez été le voir, vous seriez aperçu qu'il manquait la roue avant de gauche. La roue avant quoi? Putain, la roue avant gauche. Et encore franchement, j'en suis pas sûr. Ah putain, la roue avant gauche. Oh putain, le débile. Oh non. Et si vous ne voulez pas finir comme Norbert, j'ai la solution. J'essaye pour vous. J'essaye pour vous, c'est 500 particuliers passionnés ou professionnels dans toute la France, la Belgique ou la Suisse, qui vont réaliser un test du matériel que vous souhaitez acheter et vous fourniront un rapport détaillé sur son état. Cela vous permet d'être plus serein lors de l'achat de matériel d'occasion et d'éviter de longs déplacements. J'essaye pour vous permet évidemment d'acheter du matériel agricole plus sereinement, mais aussi des voitures, des motos, des engins de TP, et il vous permettra bientôt aussi d'acheter des biens immobiliers. Ah, et si tu es professionnel ou passionné dans l'un de ces domaines, tu peux aussi tenter de devenir essayeur sur le site J'essaye pour vous. Ça te permettra d'arrondir tes fins de mois. Je te mets le lien en description, c'est parti pour la vidéo. Si j'avais su, j'aurais fait tout comme il a dit. Nous sommes en 1903 et un certain Henry Ford, personnage américain qui doit forcément déjà parler à beaucoup d'entre vous, crée la marque Ford. Ce monsieur est à l'époque un passionné de mécanique et a dans l'idée de créer une voiture. À cette époque, l'automobile est un bien de luxe que très peu de gens peuvent prétendre acheter. Et Henry, il ne veut pas simplement créer une voiture, non. Il veut faire une voiture qui soit abordable pour tout le monde. C'est donc ainsi qu'en 1908 sort la célèbre Ford T, bien moins chère que toutes ses concurrentes, que d'ailleurs tout le monde s'arrache aux États-Unis. Vous vous en doutez, il n'a pas réussi à avoir la voiture la moins chère en faisant comme tous ses concurrents. Non. Ce monsieur a littéralement inventé ce que tous les constructeurs utilisent encore aujourd'hui, j'ai nommé la standardisation des pièces et le montage à la chaîne. C'est du génie. Ce procédé lui a permis de fabriquer beaucoup plus d'exemplaires de sa voiture et surtout de vendre beaucoup moins cher que les autres constructeurs de l'époque. Ok, un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que Henry Ford, il est fils de parents agriculteurs et il n'a pas totalement oublié ses racines. J'ai une histoire.
j'ai un background. puisqu'il a en tête de ramener le même schéma pour la fabrication de la Ford T dans le milieu agricole, pour fabriquer un tracteur standardisé et abordable pour tous les agriculteurs. C'est donc comme ça que Henry et son fils Edsel Ford créèrent la société Ford & Son. Le premier modèle de la marque fut le Ford F. Ah non, pardon, le Fordson F, oui, car un concurrent avait déjà déposé la marque Ford pour la fabrication de tracteurs. Après avoir cherché, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver de quel concurrent il s'agissait. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Fordson, qui est donc l'abréviation de Ford & Son, eut pour la fabrication de son tracteur la stratégie suivante. Tout d'abord, un seul modèle, le plus polyvalent possible, afin de convenir au maximum d'agriculteurs. Une standardisation des pièces au maximum pour réduire les coûts de fabrication. Et pour finir, une fabrication à la chaîne pour optimiser les temps de fabrication. Tout cela nous donne le Fordson F avec un moteur de 20 chevaux. Avant de développer ce tracteur, Henry Ford avait pas mal testé de tracteurs de chez la concurrence. Et il en conclut que le Fordson F devrait être robuste, léger, fiable et maniable. Et surtout, pas cher. Pour permettre de descendre encore plus le prix, il fit un tracteur avec absence de châssis. C'est le moteur, l'embrayage, la boîte et le reste de la transmission qui font office de châssis. C'est devenu après ça de plus en plus courant, au point que la quasi-totalité de la production actuelle fabrique leurs tracteurs de cette manière, hormis selon moi les John Deere qui eux possèdent un châssis. Je vous ai aussi dit léger, et ça il l'a bien réussi, tellement bien qu'en plus du fait qu'il avait peu d'adhérence, il avait une forte tendance à se retourner. Et après des dizaines de décès chez les agriculteurs, il fut rajouté un garde-boue, avec à leur extrémité une sorte de butoir pour éviter ce phénomène. Hormis ce tout petit problème, le tracteur était en avance sur son temps et les commandes pleuvaient. Pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont eu peur pour leur suffisance alimentaire. Et pour produire plus, nos copains british ont eu besoin de tracteurs. Fordson y envoya 2 Fordson F pour qu'ils puissent les tester. En retour, ils ont eu ni plus ni moins qu'une commande de 6000 tracteurs, ce qui démontre bien que le tracteur avait été très apprécié à l'époque. En 1920, c'est la crise économique, et Ford n'y est pas spécialement préparé, mais il tire quand même bien son épingle du jeu. Il réduit ses stocks et approvisionne ses chaînes de montage selon le principe du just in time, ou selon le principe du juste à temps, pour ceux qui ne suivaient pas trop comme moi en cours d'anglais. Et pour continuer à garder un volume de vente suffisant, ils ont bradé le Fordson F à moitié prix. Ils ont éteint la concurrence et beaucoup des autres constructeurs américains ont mis la clé sous la porte à ce moment-là. Et pour les autres qui ont tenu le coup, ce n'est pas passé loin, notamment avec Yash, un de ses concurrents directs. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo sur International Harvester. Juste là, en parlant de Yash, ils arrivent en 1924 avec le fameux Farmall qui est meilleur et plus polyvalent que le Fordson F qui lui n'a pas évolué depuis sa sortie en 1917, ce qui met un petit coup de pression à Ford. Jusqu'en 1928, Ford fabriquait son tracteur à Détroit, aux États-Unis, mais la concurrence se faisant de plus en plus rude et aussi le besoin de récupérer l'usine pour y fabriquer sa nouvelle voiture, la Ford A, Fordson délocalisa l'usine à Cork, au sud de l'Irlande. À ce moment-là, la dénomination du tracteur change. Le Fordson F devient le Fordson N. Mais à part quelques améliorations, cela reste le même tracteur. La puissance augmente très légèrement et le pont avant est changé, mais hormis ces quelques détails, rien ne change. En 1932, devinez quoi? Nouvelle délocalisation en Angleterre, cette fois à Dagenham, à côté de Londres. Et cette fois-ci, pour l'occasion, c'est la première fois que le tracteur quitte la couleur grise pour devenir bleu. Et la prise de force apparaît sur ce modèle à partir de 1935. En 1937, craquage chez Ford, où ils se mettent à peindre le tracteur en orange parce que pourquoi pas, mais 2 ans plus tard,
qu'est-ce qui débarque? La Seconde Guerre mondiale. Et d'après vous, c'est une bonne idée d'avoir des tracteurs orange dans les champs? Bien visible, parfaite cible pour l'aviation allemande. Du coup, dès 1939, le tracteur de la marque est peint en vert. Arrive la fin de la guerre, en 1945, et là, la demande de tracteurs explose en Europe. Mais problème, si vous avez bien suivi, Ford a, à peu de choses près, un tracteur qui n'a pas été renouvelé depuis quasiment 30 ans. Et il n'est clairement plus dans le coup. Sauf que la demande est là, et pas le temps de concevoir un nouveau modèle de A à Z. Ils ont donc pensé à faire fabriquer le Fordson 9N, qui est aux États-Unis depuis 1939, en Angleterre. Mais l'usine de nos voisins est trop obsolète pour la fabrication de ce modèle dont on va bientôt parler. C'est donc là que Ford arrête la production de tracteurs agricoles en Europe. Non, évidemment, je rigole. Je rigole! Ils choisissent de continuer à vendre encore et toujours le même tracteur, simplement avec quelques modifications. Oh là là, c'est la décadence, hein. Notamment une énorme augmentation de puissance pour passer à 27 chevaux. Une augmentation de la garde au sol grâce à 2 nouvelles roues. Et encore un changement de couleur, pour passer cette fois du vert au bleu marine. Ah oui, et pour que ça se vende, il faut lui changer le nom. Et c'est comme ça que le Fordson E27N arrive en Europe. J'ai juste avant évoqué le Fordson 9N. Bon, celui-là, il faut que j'en parle. En 1939, sort le Ford 9N, et ça, c'est vraiment une sacrée évolution par rapport à son prédécesseur. Déjà, plus de roues métalliques, c'est l'arrivée des pneus. Ensuite, c'est le premier tracteur avec le relevage 3 points hydraulique de Ferguson. Grâce à une simple entente entre Henry Ford et Harry Ferguson, conclue avec une simple poignée de main entre les deux hommes. Et en plus de ça, il était vraiment vendu pas cher. Pour ce qui est du pas cher, il a fait fort, car il était vendu au prix de 585 $ à l'époque, car la concurrence était à au moins le double. Pour vous donner une idée, avec l'inflation, ça représente aujourd'hui environ 12 000 €. Cela a évidemment donné un énorme succès commercial. En 1942, le 2N prend la place du 9N. Puis vient le tour en 1947 du 8N, qui succède lui au 2N. Le 8N est un tracteur extrêmement populaire, puisqu'il détient le titre du tracteur le plus vendu aux États-Unis. Ce tracteur signe la fin de l'entente entre Ford et Ferguson, puisque le petit-fils de Henry Ford II, stoppa le contrat passé avec Ferguson, qui le poursuivit donc en justice. Hop hop hop! Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si celle-ci te plaît et à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est le plus gros des soutiens que tu puisses me donner. Je reprends. Rapidement arrive le Fordson Major en 52. Puis le Dextra en 1957. Qui représentait le haut de gamme pour le Major et l'entrée de gamme pour le Dextra. Il devint rapidement le Super Major et le Super Dextra. On ne va pas se mentir, le Super Dextra, avec sa nouvelle face avant, a clairement été conçu pour concurrencer son meilleur ennemi, le MF35. Ces modèles ont même eu le droit à une série à chenilles. En 1964, c'est fini pour la marque Fordson, et tous les tracteurs seront vendus sous la marque Ford, que ce soit en Europe,
ou aux États-Unis. À partir de là, et sur une période de 20 ans, Ford va clairement étoffer sa gamme de tracteurs en simplifiant les dénominations avec des numéros allant de la série 1000 pour les plus petits d'entre eux et jusqu'à la série 9000 pour les plus monstrueux. On ne saute évidemment pas tout d'un coup. Il y a bien entendu la série des 2000, qui ne sont autres que des Dextra légèrement modifiés. On passe ensuite au Ford 3000 et de ses 45 chevaux. Puis au Ford 4000, équipé de son 3 cylindres de 60 chevaux. Qui lui-même est le petit frère du Ford 5000 et de ses 75 chevaux. Vient ensuite le premier 6 cylindres, avec le Ford 6000, avec ses 74 chevaux et un look particulier, que je n'aimais pas trop au début, mais qui, je dois admettre, j'apprécie de plus en plus. Vient ensuite, vous vous en doutez, la série des Ford 7000 avec ses 95 chevaux. Jusque-là, je vous donne le modèle de base, mais il y a eu plein d'évolutions au fil des années pour chacune de ces séries. Par exemple, avec notre série des 7000, il y a eu le 7600, ou bien plus tard encore, le 7910, qui, il faut l'admettre, en impose pour un tracteur de seulement 99 chevaux. Enfin, vous l'aurez compris, il m'est impossible de parler de tous les modèles de la marque tellement ils se sont diversifiés. Mais je vais quand même aborder la série suivante, qui est la série des 8000, avec le Ford 8000 et ses 119 chevaux, qui commence sérieusement à en imposer pour l'époque. Mais les plus impressionnants d'entre eux, c'est avec la série des 9000. Avec donc le Ford 9000 qui fait 147 chevaux, ce qui est vraiment énorme. Lors de sa sortie en 1970. Mais bon, Ford, comme beaucoup d'autres concurrents à cette époque, aime bien complexifier les choses et nous rajoute à partir de 1982 les séries 10, avec par exemple le 5610. Ou le 6710. Ou encore, comme vu précédemment, le 7910. Arrive l'année 1986, où Ford décide de racheter le fabricant de moissonneuses et de matériel de fenaison, Perry New Holland, et renomme la marque Ford New Holland. Et c'est à partir de là que l'on verra apparaître sur les capots de la marque New Holland Ford. La série des 40 arrive en 91 pour renouveler la gamme avec par exemple le 8340. Mais en 91, il n'y a pas que la série des 40 qui arrive. Il y a aussi la fin des tracteurs Ford. À
À ce moment, la partie automobile de Ford a de grandes ambitions et rachète depuis déjà plusieurs années d'autres marques, avec notamment Aston Martin en 87, Jaguar en 90 et même plus tard en 99 la branche automobile de Volvo. C'est donc pour pouvoir satisfaire ses ambitions automobiles que Ford décide de se recentrer sur celle-ci et vend sa branche matériel agricole. Et qui à ce moment-là est un géant en Europe mais souhaite s'exporter aux États-Unis? Je vous le donne en mille. C'est Fiat Agri qui rachète Ford New Holland en 91. Mais cette histoire n'est pas destinée à cette vidéo. Avant que tu partes, n'oublie pas de me laisser un like, de me laisser un commentaire pour me dire comment tu as trouvé cette vidéo et surtout abonne-toi. Et n'oublie pas, si tu souhaites participer au prochain Faro Contest, n'hésite pas à rejoindre la page Facebook Faroji que je te mets en description. C'était Faroji. Tchuss! Et surtout, abonne-toi. Je te vois là, je te vois. Tu t'es pas abonné.